Vous êtes toujours sur Mizane TV pour la suite, de nos entretiens avec Mehdi. Bienvenue à toi sur Mizane TV, salam alaikum. Alaykoum salam, merci de m'avoir invité. Alors, nous avions parlé précédemment du rapport à la famille, hein, qui nous avait permis de parler de la parentalité, des enfants, de la situation de crise dans la société moderne. On va poursuivre cette réflexion, mais en faisant une focale sur l'homme, la place de l'homme, à la fois dans les sociétés, dans la société, traditionnelle, mais surtout dans les sociétés modernes, puisque nous évoluons dans des sociétés modernes. Alors que la place de l'homme dans les sociétés traditionnelles était importante, elle était centrale, hein, on parlait de chefs de famille, de leaders politiques, sa place dans la société moderne est en net recul. Pour quelles raisons? Comment concilier, l'idéal de la virilité spirituelle qu'il faudra définir, donc la virilité spirituelle de l'islam dans ce contexte, comment concilier cet idéal avec notre situation? Comment traduire le modèle, dans un contexte religieux, le modèle prophétique, du mari, du père, de l'imam? Avons-nous des exemples et as-tu une méthode à nous proposer? Voilà. Donc, quelle est la place, quelle est ta vision de la place de l'homme dans la société moderne, avec bien sûr une comparaison sous-jacente avec la société traditionnelle? Je te laisse introduire. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. C'est un sujet qui est très polémique, faut le savoir. Dans une société qui est extrêmement féminisée aujourd'hui, euh, parler de la place de l'homme, dite donc patriarcale, hein, l'homme avec toute la composante qui l'accompagne, bah, c'est très compliqué. Aujourd'hui, l'homme a été complètement annihilé. L'homme n'est plus viril, l'homme n'existe plus. L'homme est devenu, entre guillemets, hein, je parle à travers ce que l'on voit dans la société moderne, l'égal de la femme, bien que ce soit complètement faux. Ça, c'est mon postulat de base. L'homme et la femme sont vraiment euh, deux individus distincts. Au début, lorsque je parle bien entendu de la, comment dirais-je, de la situation traditionnelle, jusqu'à ce qu'il y a très peu de temps, moins d'un siècle, hein, l'homme était central dans la société. Et la femme venait l'accompagner, justement, dans son, dans la vie courante. La femme était une sorte de partenaire de l'homme, jusqu'à très peu, où là, la femme maintenant existe par elle-même, où la femme a son propre rôle dans la société, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Je ne suis pas en train de dire que faut revenir aux temps ancestraux. Parce que la femme, beaucoup de femmes, pardon, j'échange avec toi, beaucoup de femmes considèrent que la femme globalement avait été reléguée dans les temps anciens, qu'elle devait s'éclipser systématiquement derrière son mari et qu'elle devait servir son mari. Servir pas au sens usuel du terme, mais être au service de son mari, c'est-à-dire même au niveau social, et que finalement la modernité rééquilibre un peu cette injustice multiséculaire. J'entends très bien ce que tu dis. En réalité, il faut faire une différence entre la culture et le culte. La culture fait en sorte que la femme, effectivement, a été reléguée au second plan. Et ça, on le voit traditionnellement parlant dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Mais culturellement parlant, la femme a une place principale au sein de la société musulmane. En tant que savante, déjà, avec Aïcha, c'est l'une des personnes qui a apporté le plus de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et elle était juriste. Et d'éminents compagnons allaient la voir, justement, sur des questions de jurisprudence. Ok, c'est facile, ça c'était à l'époque. Même plus tard, parce que regarde Fatima Fihriya, c'est elle également qui a été extrêmement érudite et qui était versée dans les sciences du savoir, qui échangeait avec Al-Kindi et qui a créé, après la Zaytouna, la première université islamique à Fès. Et jusqu'à aujourd'hui, cette université fonctionne, est en activité. On regarde la femme également de manière générale, a toujours été là pour aider son mari dans l'établissement soit de la famille traditionnelle et même de la société. La femme a toujours fait partie intégrante de la société. Ça, c'est dans le monde musulman d'un point de vue culturel. Ensuite, il y a la réalité. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé, surtout ces dernières années, avec l'Iran, avec l'Afghanistan et les talibans, entre autres, hein, parce que c'est là les cas les plus extrêmes, et c'est ce que tout le monde en fait reproche. Regardez la burqa, regardez les talibans, regardez en Iran, comme à la fin on n'a pas le droit de citer, il faut regarder également l'extrême qui a été auparavant. L'Arabie Saoudite aussi, où la femme n'a pas le droit de L'Arabie Saoudite, conduire. effectivement, oui, et là maintenant ça a changé. Il y a eu, là il y a énormément de Oui, je choses veux qui dire changent en Arabie Saoudite. Oui, dans oui, le longtemps, dans le long. pendant une cinquantaine d'années, ça s'est passé comme ça. On regarde toujours ces trois cas, mais lorsqu'on regarde la femme indonésienne,
la femme marocaine, tunisienne, algérienne également, qui a participé même à la libération de la colonie, de la colonisation française. Lorsqu'on regarde la femme libyenne, lorsqu'on regarde même les femmes africaines, etc., on se voit que dans les sociétés musulmanes, la femme avait une place intégrante. Mais qu'est-ce que l'on fait? On montre toujours du doigt la tache, d'accord, sur un grand tissu blanc. Qu'est-ce que tu vois? Ah tiens, je vois une tache. Mais on ne voit pas en fait le fait que le tissu est immaculé de blanc derrière. La femme a une place intégrante au sein de la société. Lorsqu'on regarde l'Afghanistan, lorsqu'on regarde l'Iran, il faut regarder également que dans les années 70, il y avait une libération des mœurs complètement totale et qu'on avait annihilé l'identité tribale, culturelle, islamique de l'Afghanistan et de l'Iran. Donc un extrême en appelle tout le temps un autre. Regardez à l'époque du Shah d'Iran, on voit certaines vidéos des années 70, les femmes étaient en mini-jupe, c'était l'alcool à volonté, c'était les cinémas à Kaboul, c'était des choses qui étaient extraordinaires. Mais encore une fois, toujours lorsqu'il y a un extrême, lorsqu'on essaye d'annihiler l'identité d'un pays, d'une entité, eh bien on se retrouve à avoir un autre extrême. Et pourtant, le niveau d'éducation dans la société iranienne après la révolution de 79 était très élevé, puisque dans les universités, il y avait énormément de femmes et il y a eu un programme de développement pour l'éducation féminine. Donc même dans cet exemple-là, alors il y a comme une différence avec l'Afghanistan, Oui. le niveau d'éducation, d'instruction et le niveau d'élévation sociale des femmes a été quand même assez important. Sans aucun doute, on voit que de grands médecins, de grandes chercheuses également, que ce soit dans le domaine de la médecine, de l'astrologie, en Iran, on le voit. Donc pourquoi? On voit très bien que la femme a une part intégrante au sein des sociétés musulmanes. Mais nous, on parle de l'annihilation de l'homme. L'homme a été annihilé, on lui a volé sa virilité. De quelle manière? Au début, il y avait des métiers dits, comment dirais-je, manuels. Et les métiers manuels tendent à être de moins en moins présents. Il y a une automatisation des métiers, que ce soit à l'usine, une femme peut faire exactement le même métier qu'un homme. Il y a également les métiers tertiaires, où on va se retrouver avec un bureau où il n'y a que du cérébral, et donc on va se retrouver à voir les hommes et les femmes en train de faire exactement le même métier, aller dans les mêmes bureaux, avoir parfois même les mêmes fonctions, que ce soit les fonctions de RH, d'informaticien, d'ingénieur, de commercial, etc., etc. Et donc, à cause de cette perte, on va dire, physique de représentativité de l'homme, on a mis l'homme et la femme sur un même pied d'égalité. Mais en réalité, encore une fois, lorsqu'on regarde les métiers dits difficiles, d'accord, manuels, comme le bâtiment, comme les métiers de métallurgie, comme les métiers en fait où on demande vraiment de la force physique de l'homme, ben, les femmes sont extrêmement peu représentées. Et là, on revient encore une fois à cette différence entre l'homme et la femme. Donc, l'une des causes qui a fait en sorte que l'homme perde sa place au sein des sociétés dites modernes, donc occidentales, c'est qu'on se retrouve à avoir des personnes qui vont justement mettre sur un même pied d'égalité, financière, économique et donc même intellectuelle, parce que c'est vrai, hein, dans ce cas-là, l'homme et la femme vont être pareils. Et lorsqu'on ramène cela à la maison, eh ben, en fait, la femme a exactement autant de droits que l'homme. Elle paye, si ce n'est plus, le loyer, elle participe aux tâches ménagères, et donc l'homme est appelé également à participer aux tâches ménagères. Elle participe également aux achats inhérents au foyer, que ce soit les vacances, que ce soit la voiture, que ce soit tout ça, alors qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était réservé exclusivement à l'homme. Donc, comme la femme participe également aux besoins primaires du foyer, ben, j'ai autant le droit de choisir que toi. Pourquoi on irait au Maroc et pas en Tunisie cette année? Et pourquoi on achèterait un canapé rouge et pourquoi pas vert, etc. Et donc, on se retrouve en fait à avoir une perte d'autorité de l'homme à cause du fait que financièrement parlant et économiquement parlant, la femme est montée pratiquement au même level, au même niveau que l'homme. Et l'une des questions qui fait en sorte qu'on ait perdu la virilité, ben, ça veut dire que également que l'homme, voilà, ce que lui décidait auparavant, qui lui était le patriarche, le chef de famille, il se retrouve en fait à être relégué, non pas au second plan, mais au moins à un niveau égal de celui de la femme. Est-ce que le fait que très longtemps l'homme a occupé une place centrale dans des sociétés qui étaient traversées aussi par la guerre, où la guerre occupait une place fondamentale pendant des millénaires, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la Première Guerre mondiale très exactement, et la Seconde Guerre mondiale a poursuivi ce cheminement où il y avait des levées de masse, où les populations étaient levées en masse pour faire l'effort de guerre, pour entrer dans l'effort de guerre, pour participer à la guerre. Et les traumatismes qu'ont représenté la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite la professionnalisation de l'engagement militaire. Aujourd'hui, vous avez des armées de conscrits, vous avez des armées pardon, de professionnalisés, où le service militaire n'est plus une obligation, hein, on l'a vu en France depuis Chirac. Est-ce que cette disparition progressive du rapport des sociétés à la guerre, et donc à l'homme,
est-ce qu'elles expliquent aussi le recul de la place de l'homme dans les sociétés modernes? Ça fait longtemps qu'on a, en tout cas en Europe, que nous n'avons pas eu de guerre. Aujourd'hui, on sent les prémices, on sent que le climat est électrique. Mais au-delà de ça, effectivement, l'homme se retrouvait à être en première ligne. Et donc, c'était lui qui défendait la patrie, qui défendait donc la famille, et donc il avait une place de choix, de protecteur, de celui qui vouait sa vie à la patrie, à la famille, au foyer. C'était lui qui sacrifiait sa vie. Cette place-là a disparu. Elle n'y est plus. Concrètement parlant, en Europe, en tout cas, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons pas eu de conflit majeur qui fait en sorte que l'homme se retrouve en première ligne dans des conflits ou dans des guerres. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important, c'est que il faut apprendre à accepter, je dis bien apprendre à accepter que l'homme et la femme sont foncièrement différents. Les besoins physiologiques, psychologiques, émotionnels de la femme sont différents de celui des hommes. L'homme se sent bien que lorsqu'il est utile. Il n'a pas besoin d'être entretenu, il n'a pas besoin qu'on... Il a juste besoin de se sentir utile. Une fois que l'homme se sent utile, il est heureux dans sa vie. La femme, elle, a besoin, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études, le musulman qui parle, là, il faut le mettre de côté. Là, c'est vraiment des études empiriques qui ont été faites avec des psychiatres, des psychologues, qui disent que la femme a un besoin de protection, de se sentir protégée et de se sentir mise en avant. C'est elle qui a besoin de se sentir mise en avant, d'être appréciée, d'être mise en valeur. C'est quelque chose qui est psychologique, et c'est pas moi qui l'invente. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va se retrouver à avoir des hommes qui n'ont plus cette capacité et le fait de pouvoir se sentir utile à l'autre. Pourquoi? Parce qu'au début, l'homme, comme je le disais, payait le loyer, il s'occupait du foyer, il ramenait à manger, il ramenait le salaire, etc. Mais cette fonction primaire qui était la sienne de protéger le foyer, bah, la femme maintenant le remplit aisément. Il n'y a plus de problème. Est-ce qu'il faut réinventer ce que j'appelais tout à l'heure la virilité spirituelle? Alors peut-être une explication, c'est-à-dire la fonction de droiture, d'élévation. Ça peut renvoyer à la fois à la fonction cultuelle qui ramène à la verticalité avec Dieu, c'est-à-dire le fait le fait de se tenir droit, et aussi avec la notion de dignité que la droiture amène chez l'homme et que l'homme représente. Est-ce que cette notion de virilité spirituelle, est-ce qu'il ne faut pas réinventer finalement des modèles dans ce contexte, dans cette révolution culturelle qu'a constitué mai 68, le capitalisme, la mondialisation, hein, puisque dans le précédent échange que nous avions eu, vous expliquez que même dans des pays musulmans, même dans des sociétés musulmanes, les modes de vie de l'Ouest, hein, comme on disait avant, se sont répandus. Est-ce qu'il faut réinventer ce modèle de patriarcal ou de la vérité spirituelle à notre époque? Et il y a une chose qui est très intéressante dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est que la virilité spirituelle est représentée par l'incarnation même de l'homme, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam. Comme il nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en l'exemple du prophète le plus parfait des modèles. Donc, la virilité spirituelle, si tu veux regarder quelqu'un de viril, et spirituellement parlant, et surtout dans sa place de l'homme, avec un H majuscule, dans la société, dans la famille, avec les autres. Avec la beauté aussi. Il y a une notion de beauté dans cette notion de virilité. Exactement. Ben, tu regardes la figure emblématique du prophète alayhi salatu wassalam. Une fois que tu as regardé cela, ben là on tombe forcément dans le patriarcat le plus abouti, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Néanmoins, le prophète alayhi salatu wassalam était extrêmement romantique. Et il donnait la place à la femme comme jamais nous n'avons vu personne donner la place à la femme. Lorsque parfois nous disions dans nos différents prêches, le prophète alayhi salatu wassalam faisait lui à manger, parfois, recousait également ses vêtements, s'occupait d'effectuer les tâches ménagères avec ses épouses. Là, on dit, ouais, mais arrête, c'est un discours de canard, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, etc. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la figure du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était ça qu'il faisait lorsque il était à la maison, lorsqu'il avait du temps à consacrer à sa famille. Mais en réalité, l'une des tâches les plus importantes du prophète était à l'extérieur du foyer. D'accord? Dans le fait d'appeler les gens au bien, d'établir une société, d'établir un État, de pouvoir instruire, éduquer les compagnons, hommes comme femmes, et donner justement la place à chacun d'entre nous. Lorsque je dis chacun d'entre nous, nous en tant que croyants et même en tant que non-croyants. Une fois que le prophète alayhi salam avait justement cette figure de virilité aboutie, à savoir que c'était lui qui décidait de comment devait se gérer le foyer, là on comprend en fait qu'aujourd'hui,
il est très difficile de pouvoir mettre cette chose en place. Pourquoi? Encore une fois, à cause de l'occidentalisation des mœurs. La femme a une place prépondérante parce que le fait qu'on se retrouve dans un secteur tertiaire, on touche tout le monde maintenant. Même les usines, avant on avait besoin de porter. Maintenant c'est des petites tâches ingrates où on fait des choses que même une femme peut faire et parfois elles sont même plus agiles que les hommes pour faire ce type de tâches-là. Donc lorsqu'il y a financièrement parlant et économiquement parlant une sorte d'égalité entre l'homme et la femme, difficile de garder sa virilité. C'est très difficile de garder sa virilité parce que l'une des choses principales qui va donner la virilité à un homme au-delà de sa pilosité, c'est également le fait qu'il va venir protéger la famille. Mais la femme remplit à merveille ce rôle-là. Donc on a un problème qui est général, qui ne touche pas simplement que les musulmans, mais qui touche également toutes les strates de la société. C'est la mort de l'homme, avec un grand H. Le souci, c'est que non, c'est pas la mort de l'homme, justement. Lorsqu'on est arrivé à un tel point d'égalitarisme entre l'homme et la femme elle s'est rendue compte et on en voit de plus en plus des femmes qui veulent revenir à ce schéma patriarcal. Et c'est pas moi qui le dis, et c'est même pas des musulmanes qui en parlent, c'est des études et des études qui veulent redonner à l'homme sa place de choix, du patriarche qui va venir gérer sa famille. D'une part, en premier lieu, pour l'équilibre de la femme. Elle aime se sentir protégée et elle aime justement avoir quelqu'un qui va venir justement l'épauler dans ce qu'elle a, elle, comme objectif, à savoir de fonder un foyer. Dans l'équilibre des enfants, lorsqu'il y a deux patrons dans une même famille, c'est très difficile pour les enfants. Et ça, c'est pas encore moi qui l'ai dit, c'est les pédopsychiatres. On peut vérifier tout ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, je pense que les personnes qui suivent cette chaîne-là sont des personnes érudites, intelligentes et qui vérifient les propos. Toutes les études démontrent à savoir qu'un enfant équilibré, c'est celui qui arrive à voir la figure paternelle et la figure maternelle. Et c'est justement ce partenariat entre le papa et la maman qui donne des enfants équilibrés et des enfants utiles à la société. Et donc, combien même on pourrait avoir des femmes qui touchent pareil que l'homme ou pas, et on l'a vu à l'époque du prophète, l'homme restera toujours celui qui doit subvenir aux besoins inhérents du foyer. Même Donc, si la femme, elle est richissime. donc il faut faire preuve de patience. Il y aura un retour le réel. Il y aura un retour au réel. Il est en train d'être effectué, qu'on le veuille et qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, on pense que la femme est égale de l'homme, mais ce n'est pas vrai. Les métiers les plus ingrats et celles qui sont le plus au SMIC, ce sont les femmes. Les métiers de caissière, les métiers de manutentionnaire, les métiers d'usine, etc. La plupart, ce sont des femmes qui sont là-dedans. La femme n'est égale de l'homme et veut en fait l'égalité que lorsqu'elle doit être députée, que lorsqu'elle doit être ministre, que lorsqu'elle doit avoir un poste de fonction, présidente d'entreprise ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on veut regarder l'égalité de l'homme et de la femme pour des métiers dits de sous-catégorie, là, la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. Ah, pour être dans le bâtiment, pour travailler et ramasser des poubelles qui demandent un effort physique, etc. Non, on ne verra pas de femmes. La plupart de ces métiers-là, c'est les hommes qui sont là-dedans. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, en fait, on choisit quand il faut être l'égal de l'homme. On a tué l'homme, on a annihilé l'homme dans sa virilité également, dans un autre point qui est très important, c'est dans la gestion du foyer. La femme, au début, était une sorte de personne qui va simplement séduire son mari. Aujourd'hui, nous voyons la femme qui est sur le marché de la séduction, même au dehors du foyer. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Qu'on le veuille et qu'on ne le veuille pas, même dans les sociétés occidentales et dites françaises. Hein. Des fois, on fait comment dirais-je, des médiations de couple. Et au début, il y a un effort de séduction de l'homme vers la femme, ça c'est une réalité, mais maintenant, ce qui est devenu incroyable, c'est que maintenant, c'est presque l'homme qui supplie à la femme de pouvoir être avec lui, ce qu'on ne voyait pas à l'époque. Une fois que l'homme était marié avec une femme, cette femme-là s'occupait de son foyer et était dédiée complètement à son homme. Eh bien aujourd'hui, non, il y a une sorte de concurrence, encore une fois, avec le monde extérieur. On l'a cité dans un épisode précédent et j'aimerais juste pouvoir rebondir dessus parce que c'est un manque de virilité flagrant. La femme, parfois, va tromper son mari. À une certaine époque, il était inimaginable et impensable de penser qu'un homme pouvait revenir avec une femme qui l'avait trompé. C'est la femme qui est émotionnelle, qui est sentimentale, qui réfléchit dans les affaires de la famille. C'est le père de mes enfants. Ok, il m'a trompé, mais pour le bien de mes enfants, je vais quand même rester. D'accord? C'était le schéma traditionnel de nos familles qui nous ont précédés. Aujourd'hui, ce que l'on est en train de constater, c'est que la femme, elle, est plus à même de pouvoir changer de partenaire aussi rapidement que l'homme ne pouvait le faire à l'époque. Et combien même elle aurait pu tromper son mari, eh bien le mari va vouloir lui pardonner et rester avec elle. Ça, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. C'est un manque flagrant de virilité, encore une fois.
spirituelle. Est-ce que vous voulez dire que l'adultère est moins excusable quand il touche des femmes que quand il touche des hommes? Puisque vous disiez que, vous le rappeliez aussi dans le précédent entretien, les hommes coureurs de jupons, c'est quelque chose de connu, et cetera. Ce qui n'en fait pas une chose excusable par ailleurs, puisque de ce point de vue, il y a une égalité vis-à-vis des lois et des principes, des interdits, des règles religieuses, hein, qu'elles soient celles de l'islam ou des autres. Ça, là, on peut parler d'égalité par rapport aux règles. Et donc, du coup, sur ce que vous venez de dire, est-ce que ça signifie que l'adultère est moins excusable pour une femme que pour un homme, étant donné la fonction de l'homme au sein du foyer? C'est ça que vous Ab- voulez dire? Absolument pas. Encore une fois, merci de me permettre de préciser le propos. En termes d'égalité devant Dieu, l'adultère est puni exactement de la même manière que ce soit pour l'homme et pour la femme. Une fois que nous avons dit cette chose-là, il faut comprendre que je suis en train de parler de faits factuels de notre société. Et lorsque je dis notre société, c'est la société musulmane et la société française dans son ensemble, avant justement les révolutions que nous avons connues dernièrement et la modernité qui s'est bien installée. Je dis juste qu'à l'époque, encore une fois, et c'était factuel, la femme était plus enclin à pardonner les tromperies de son époux plutôt que l'homme était enclin à pardonner les tromperies de sa femme. Il y a des études sociologiques qui l'ont démontré. Aujourd'hui, les tendances se sont inversées. Ce qui était quelque chose, entre guillemets, de viril pour l'homme, se retrouve en fait être chez la femme. Aujourd'hui, la femme ne supporte plus que son mari aille courir les jupons, alors que l'homme, lui, est prêt pour essayer de préserver le foyer familial à pardonner à son épouse. Et je le vois, que ce soit dans les différentes consultations que je fais lorsqu'il y a des problèmes de couple. Est-ce que c'est fréquent ça? C'est Est-ce que c'est pas des exceptions? Ouais, bah, comment on quantifie ça? Parce que très bien. on peut toujours extrapoler sur des C'est cas. excellent, c'est une excellente question. Effectivement, il n'y a pas d'études sociologiques qui le fait, ni d'études empiriques qui le montrent, mais avec les différentes consultations que je fais et mes collègues imams qui le font, c'est une tendance qui revient très souvent. C'est une tendance qui revient très souvent. Que la femme trompe l'homme, c'était quelque chose de rarissime. Ça a toujours existé depuis l'aube des temps. Il y a même également des traditions prophétiques qui montrent que la femme avait trompé son homme. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, que ça soit aussi libéralisé aujourd'hui, c'est quelque chose qui est foncièrement nouveau. Chez les musulmans de manière générale, mais on le voit également même dans les sociétés non musulmanes. La femme trompe aussi facilement que l'homme. Elle veut consommer du sexe comme l'homme voudrait consommer du sexe auparavant. C'est quelque chose qui est devenu complètement répandu. Ça n'existait pas cela avant. À cause de quoi, encore une fois, je pense, et c'est mon avis, bien qu'il soit subjectif, à cause de cette perte de valeur et cette perte de virilité chez l'individu, chez le musulman de manière générale. Le musulman asseyer son autorité en protégeant sa famille. Aujourd'hui, et je pense que c'est lié, ce manque de protection, ce manque de vigueur, ce manque de virilité a donné plus de poids et de pouvoir à l'épouse et donc à la femme, ce qui fait en sorte que on voit ce que touchait les hommes comme problème d'infidélité, et bien maintenant ça touche également les femmes. Ça ne veut pas dire que je suis en train de justifier l'un ou l'autre ou que j'excuse l'un ou l'autre. Donc il faut faire de la résistance dans ce contexte-là, il faut parler du modèle prophétique, comment on l'adapte, parce que l'être humain a besoin d'exemples, hein. Il y a un mimétisme chez l'être humain hein, qu'on retrouve déjà chez l'enfant vis-à-vis de ses parents. Il reproduit le modèle instinctivement, naturellement, il reproduit le modèle des parents. Mais les adultes aussi ont besoin parfois les jeunes adultes en tous les cas, peuvent avoir besoin de modèles, d'exemples. Voilà, c'est un peu la question que je reposais tout à l'heure, comment on réinvente ce modèle-là? Parce que le modèle prophétique, oui, mais comment on l'adapte dans notre temps moderne, étant donné que tous les rapports sociaux sont complètement différents? Est-ce qu'on fait de la résistance? Voilà, quel est le mode d'emploi? Le mode d'emploi est qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi connectés, nous n'avons jamais eu autant de pouvoir d'interaction avec les autres, hommes et femmes d'ailleurs, même pour toucher dans le domaine de l'adultère ou de la fornication, mais nous n'avons jamais été aussi seuls. C'est paradoxal. En fait, plus il y a une demande prolifique qui existe, et plus les personnes vont se retrouver seules. Parce que une aventure d'un soir ne veut pas dire qu'en fait qu'on va se sentir heureux. Ok, peut-être qu'on va apporter le besoin physiologique, mais l'homme n'est pas fait et la femme ne sont pas faits simplement que de corps. Il y a un équilibre mental, affectif, sentimental, émotionnel, bien entendu sexuel, mais si on prend que le sexuel, c'est ce qu'on est en train de voir avec les différentes applications ou les différentes tendances que nous sommes en train de voir, ça ne comble pas le manque abyssal que l'homme comme la femme a besoin.
Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des femmes qui ont fait les 400 coups, qui ont vécu pleinement leur beauté, qui ont eu différents partenaires. Et je parle de la musulmane et de la non-musulmane, encore une fois. Je parle même de celle qui n'a absolument aucun rapport avec l'islam, qui ne croit même pas en Dieu. Arrivée à 40 ans, elle se rend compte en fait du besoin d'avoir une famille, des enfants et d'avoir un foyer, un équilibre familial. Et elle le voit. Et là, elle se rend compte que, effectivement, le mariage, c'était quelque chose de bien. De vivre avec un mari, même si il avait une autorité par rapport à sa protection, c'était pas si mal que ça, en fait. Parce que maintenant, je vais pouvoir vieillir et vivre ma vie, ma seconde vie. Parce que nous, on pense quelque part qu'on est perpétuellement éternel. C'est ce que nous font miroiter les réseaux sociaux et c'est ce que nous fait miroiter justement cette modernité. On est dans une sorte de transhumanisme où on pense qu'on va être éternel à travers les réseaux. On peut faire croire à n'importe qui, à n'importe quoi, avec des filtres, avec la caméra, avec les voix qui peuvent se changer, surtout avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut faire croire n'importe quoi. En réalité, non, nous sommes finis. Et lorsqu'on est belle ou lorsqu'on est beau, on se rend compte que lorsque j'arrive à 40 ans, que je commence à avoir des cheveux poivre sel, ou lorsque la femme commence également à dépérir à partir d'un certain âge, on se dit, ok, mais c'était bien joli lorsque j'étais dans la période de jeunesse, mais maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Et la modernité nous fait croire qu'en fait, qu'on est éternel. On ne veut plus miroiter cette vie après la mort. Et c'est ça qui pose problème dans la virilité de l'homme. C'est quoi un homme ne peut pas être viril s'il reste gamin dans sa tête. Aujourd'hui, des papas se retrouvent encore à faire des soirées PlayStation, se retrouvent encore à aller jouer au foot, se retrouvent encore à vivre à travers les yeux de leurs enfants pour aller au Parc des Princes, aller voir tel ou tel joueur, alors que l'enfant, lui, il n'a pas besoin d'avoir un ami, il n'a pas besoin d'avoir un copain, il a besoin d'avoir une figure patriarcale qui va lui montrer comment s'installer dans la vie d'adulte. Ça n'existe plus. Et c'est devenu catastrophique dans le fait que la figure paternelle, la figure virile, celle qui va venir protéger la famille, celle qui va donner le tempo, l'orientation, qui va être la boussole, le guide, le phare pour la famille, justement, tout cela est représenté sous cette virilité, comme tu l'as appelé, spirituelle, eh bien, elle n'existe plus. Parce qu'à cause des réseaux, encore une fois, à cause de la modernisation, à cause de cette promesse d'éternité à travers les réseaux, ben en fait, les gens ne veulent plus grandir. On ne veut plus vieillir. On voit les femmes, elles ne veulent plus vieillir. On voit les hommes, même à 40 ans, 50 ans, on les voit d'ailleurs ringards, ils s'habillent encore comme à l'époque. Mais mon ami, laisse tomber. Même les jeunes leur disent, hé, l'ancien, arrête de t'habiller comme ça. Ils se moquent même, eux, les jeunes, de ces vieux. Vis avec ton temps. Mais ils ne veulent plus vieillir. Pourquoi? Parce qu'ils pensent encore qu'ils ont la jeunesse éternelle. Alors qu'à l'époque, l'homme, il était jeune, il cherchait à séduire justement sa compagne. Ensuite, il devenait père et il prenait son rôle très au sérieux. Ensuite, il devenait grand-père et il participait à l'effort collectif. Et même avec ses cheveux blancs, on voyait justement le signe de la sagesse, de celui qui va accompagner les jeunes dans la vie d'adulte. Et il préparait également lui-même son au-delà. Il savait qu'il était fini et qu'il fallait qu'il vive à chaque période de sa vie, sa vieillesse, son âge adulte, le rôle de père, le rôle de mari, pleinement. Or là, aujourd'hui, on voit des personnes qui sont bloquées, surtout les hommes par rapport à leur virilité, dans l'adolescence. Ils ne veulent absolument pas vieillir. Voir des personnes de 45 ans encore faire des tournois de PlayStation ou encore jouer à Fortnite ou des choses comme ça, je me questionne sur le fait que effectivement les femmes ne trouvent plus chaussures à leurs pieds. L'une des questions qui me revient le plus souvent, et je vois beaucoup de femmes qui essaient de se marier, il n'y a plus d'hommes. C'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Il n'y a plus d'hommes. Elles ont l'impression de voir que des gamins ou des personnes qui veulent vivre dans des temps anciens ou qui ne veulent absolument plus justement assumer le foyer. Elle gagne très bien sa vie, elle dit je suis prête à mettre en parenthèse ma vie professionnelle pour m'occuper de mon mari et de mes enfants. J'ai mes diplômes, je gagne très bien la vie, mais je veux au moins trouver quelqu'un qui va assumer le foyer. Ben non, il n'assume plus, puisque dès le début, il dit tu gagnes de l'argent, je veux que tu travailles. Et on fait tout moitié-moitié. Ben, je suis désolé, ça c'est un manque de virilité flagrant. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans notre société. À cause de quoi? Peut-être à cause de la féminisation de la société, où la femme veut être l'égale de l'homme et que l'homme a été content justement de pouvoir se débarrasser du fardeau, de la responsabilité de gérer un foyer. Alors, quel est le rôle du discours religieux alors, on va parler d'islam, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans cette discussion. Quelle peut être la contribution du discours religieux islamique français aujourd'hui, parce qu'on entendait souvent dire que les musulmans finalement avaient conservé
leur foi en Dieu, leur attachement à des valeurs morales, familiales, conservatrices. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre parfois de la part de certains non-musulmans qui réfléchissent sur ces questions-là. Mais comme vous l'avez très bien expliqué aussi dans les deux entretiens, enfin dans cet entretien dans le précédent, les musulmans sont aussi perméables aux influences de la société que les autres. Ce sont des humains au même titre que les autres. Donc finalement, quel peut être le rôle du discours religieux islamique en France dans cette restauration, revivification du rôle de l'homme traditionnel au sens le plus fondamental, le plus universel du terme. Voilà. Est-ce que le discours religieux a une carte à jouer là-dessus? Forcément que le discours religieux a une carte là-dessus. Pourquoi? Nous l'avons vu dans les deux entretiens, que l'une des causes majeures de cette perte identitaire et de l'éclatement de la famille traditionnelle, et donc du rôle alpha, du mâle alpha, de l'homme alpha qui va gérer justement sa famille, c'est cette société extrêmement hédoniste, où en fait, on efface peu à peu les responsabilités de chacun pour tendre vers un individualisme exacerbé. Elle est là la réalité. Je ne veux plus vivre pour les autres, je ne veux plus être au service de ma famille, de mon foyer, c'est d'abord moi qui dois primer. Et c'est ce qu'on voit. Des fois, il y a des couples, justement, les cas de divorce sont devenus légion aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me sens mal avec lui. Qu'est-ce qui va pas? Je ne sais pas. Euh, je n'arrive pas à trouver la meilleure version de moi-même avec mon mari. Il est autoritaire, c'est ça? Ou il est trop autoritaire, ou je me sens pas bien avec lui. Ça revient très souvent, très très souvent. Et cette réalité concrète nous indique que, en revenant à la religion, ça permet quoi? En revenant au spirituel, mais surtout revenant au mode d'emploi coranique. Cela nous permet de quoi? Nous permet de voir en fait que euh, ce sont des phases de vie. Au début, on l'a très bien vu, l'homme, il est coq, il est là, etc. Mais très vite, on voit que le partenariat interagit. Et que ce qui était exclusif comme autorité à l'homme, en fait, on voit que c'est l'homme et la femme, voire très souvent même, parce qu'on arrive à un certain âge avancé, que la femme a une place prépondérante au sein de la famille. Et on voit même que ce système patriarcal se retrouve en fait à une sorte de partenariat entre l'homme et la femme, le grand-père et la grand-mère. Que ce soit à travers le manque de virilité ou que ce soit à travers le fait qu'on mette nos parents dans les maisons de retraite. Les enfants, on les met vite à la maternelle. Les adolescents, on les met vite dans les écoles privées ou à l'étude, etc. On se débarrasse de nos responsabilités pour s'occuper de ce qu'on pense être nous, se faire miroiter ce faux semblant de vie, notre vie individualiste matérielle. Remarque, on se débarrasse de tout le monde. Alors, quels sont les avantages qu'on peut mettre en avant dans le discours sur justement l'intérêt et la pertinence de revenir à un certain nombre de fondamentaux et de vertus de la place de l'homme dans la société? Essayer de convaincre, s'il fallait convaincre. C'est très simple. Dieu le dit dans le Coran, à chacun sa place, à chacun sa responsabilité. Avant de pouvoir parler des responsabilités des autres, il faut parler d'abord de sa propre responsabilité. À chaque fois, Allah nous enjoint dans le Coran à prendre ses responsabilités. Dans le fait de Qu anfusakum wa ahlikum nara, protégez-vous, vous d'abord. Si on ne s'en sort pas déjà individuellement parlant, on ne pourra pas faire en sorte de sauver notre famille. Qu anfusakum, sauvez-vous, vous, ainsi que votre famille d'un feu ardent. Le prophète Ibrahim, lorsqu'il faisait une invocation, il dit Allahumma rabbi ja'alni muqima salata min dhurriyyati. Fais en sorte que je puisse d'abord, moi, accomplir la prière et ensuite ma descendance. En réalité, il faut d'abord se définir soi-même. La réalité, c'est qu'est-ce que moi je veux faire de cette vie. Un discours religieux, tu n'es que de passage, tu as une responsabilité. Si tu t'es marié, tu as une responsabilité. Comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in. Vous êtes tous responsables, vous êtes tous bergers de ceux que vous avez sous votre responsabilité. Si j'accepte cette responsabilité de père, avant de mari, de grand-père, de voisin, de collègue, d'époux, cette prise de responsabilité nous permettra de pouvoir s'installer dans la société. Mais si moi, dans ma tête, je me dis que je ne dois simplement vivre que pour moi-même ou pour un objectif mondain, matérialiste, ben là, en fait, on est en train de se perdre. Et qu'est-ce qui permet le religieux? Justement, le discours religieux, qu'est-ce qui permet? De ne pas justement croire que nous sommes éternels et que le matériel n'est simplement qu'un moyen pour aller à cette fin inéluctable qui est la préparation pour la véritable vie. C'est ça, en fait, le drame, l'utopie de la vie. L'utopie de la vie, le drame de la vie, c'est qu'on pense que cette vie est éternelle, elle est tellement réelle, mais en réalité, tout ce que nous voyons comme bienfaits en termes de femmes, d'enfants, de richesses, de biens matériels, etc., ne sont simplement que des accomplissements pour pouvoir
intégrer la vie future, qui est la vie de l'au-delà. Et si on arrive à faire la distinction entre les deux, d'où le rôle des rabbins, des prêtres, des imams, c'est de dire en fait, attention, cette vie-là, elle est belle, elle nous fait miroiter énormément de belles choses, mais on n'oublie pas que nous sommes simplement que de passage. Et il est là le drame de la vie. Et c'est vraiment un drame ce que je suis en train de dire. Parce qu'on est tellement bien installé dans nos familles, dans les biens matériels, etc. Et qu'en réalité, on oublie le rôle premier que nous avons, à savoir que nous devons remplir notre rôle. Nous sommes des hommes, ben nous avons un rôle de père, nous avons un rôle de frère, nous avons un rôle de fils. Et dans toutes les strates de la famille et de la société et du temps qui nous est imparti, ce rôle doit être exacerbé. Or, nous, on s'est figé dans le temps, la jeunesse, où tout est facile, où tout est beau, où tout est découverte, et on pense qu'on aura toujours une vie de plaisir. Ça, c'est une catastrophe. Pour finir, peut-être, si vous aviez 3 conseils à donner à nos jeunes auditeurs, de jeunes hommes ou des adolescents qui se rapprochent de l'âge adulte et qui se posent des questions sur ce que c'est qu'être un homme, voilà, et qui observent un peu toutes les dérégulations que vous avez abordées. Voilà, quels sont les conseils que vous leur donneriez justement pour assumer leur virilité, leur humanité au sens de l'homme, dans ce contexte un peu chaotique? C'est magnifique. Mon premier conseil que j'aimerais pouvoir donner, justement, aux jeunes hommes, ainsi que ceux qui sont déjà mariés et qui sombrent dans les problèmes, de prendre leur place d'homme. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'être utile à sa famille, dans la protection. Être utile. C'est quoi être utile? C'est de montrer à son épouse et à ses enfants qu'il a un rôle à jouer et qu'il est là pour les protéger. C'est hyper important. Être utile, c'est également ce que nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le fait que plus tu es utile aux gens, plus tu vas être aimé d'Allah Azzawajal. Et l'une des choses les plus importantes, encore une fois, comme nous l'avons dit dans un précédent épisode, c'est d'être utile à sa famille. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est de rester ferme dans ses convictions. C'est-à-dire d'être dans la séduction la plus aboutie, mais de savoir exactement où on met les pieds. Or, malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que les jeunes ne savent pas où ils vont. Ils ne savent même pas quel métier ils vont exercer. Ils ne savent même pas leur place dans la société. Ils ne savent même pas de quoi demain il va être fait. Le fait d'être dans l'expectative la plus exacerbée, ben, ça ne rassure pas justement la gente féminine. Ça ne rassure pas non plus les beaux-parents. Ça ne rassure pas non plus les collègues. Donc, de savoir où l'on va, identitairement parlant, qui je suis et qu'est-ce que je dois faire au sein de cette société est une chose qui est primordiale. Et enfin, la troisième des choses qui va leur permettre de montrer justement euh, toute leur disposition à être un homme avec un grand H, c'est le fait d'être fermement ancré dans la religion. Ça ne veut pas dire être extrémiste. Justement, être fermement ancré dans la religion, c'est tout le mizan, comme il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Rahman. C'est l'équilibre en fait. Être ferme dans sa religion, c'est quoi? C'est de ne pas croire en une partie du livre et rejeter une partie du livre, de ne pas prendre cet islam à la carte. Il y a des principes élémentaires dans la religion, à travers la vie du prophète, à travers la vie des compagnons et d'éminents personnages qui ont jalonné la vie de l'islam et des musulmans, et de les prendre pour modèle. Parce qu'en réalité, on ne réinvente pas la roue. Il y a des gens qui ont réussi justement ce projet familial et qui ont réussi à installer un foyer, à installer à travers ce foyer une mini-société, et à travers cette société, une communauté, à travers cette communauté, un État. Tout part de la cellule familiale. Si toi-même, tu n'es pas ferme dans tes engagements avec Dieu et que tu n'es pas ferme dans tes engagements religieux en faisant des écarts pour X ou Y raison, pour plaire à X ou Y personne, eh bien tu manqueras en fait que tu es pas bancal, mais quelque peu fragile dans tes convictions religieuses. Et donc pour pouvoir vraiment être bien en place au sein de la société et avec ta famille et garder une virilité dite spirituelle, c'est de respecter ces 3 points qui pour moi sont fondamentaux. Et si quelqu'un se sent dépassé, malgré toute sa bonne volonté, il est dépassé par sa situation de père, de jeune homme dans une société qui a perdu ses repères. Voilà, quel conseil vous lui donnez s'il se sent dépassé malgré toute sa bonne volonté? Tu n'es pas seul. On n'est pas dans une société individualiste. Si tu te sens dépassé, va voir tes frères et sœurs qui ont réussi et qui sont là pour t'aider. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait. L'islam n'est pas une société individualiste. Lorsqu'une personne est dépassée, eh bien, il y a énormément de biais au sein de notre religion. Il y a les grands-parents, il y a les oncles, il y a les frères et sœurs, il y a l'imam de la mosquée, il y a la fraternité islamique qui s'installe pour pouvoir aider. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il y a un problème dans un couple, Dieu nous donne le mode d'emploi. Allez voir une personne de sa famille, et une femme, et une personne de sa famille, homme, et quelqu'un qui va juger entre les deux. C'est-à-dire en fait que Une médiation, quoi. il y a cette médiation pour les problèmes de couple,
il y a également cette aide. Lorsque Ali il avait besoin de se marier avec la fille du prophète Fatima, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui s'est occupé de la walima, de faire le repas, l'autre il s'est occupé de pouvoir ramener la dot. Et en fait, on se rend compte que nous sommes une communauté. Mais il est là le problème. C'est qu'en fait, on est en train de nous faire miroiter que si tu as un problème, c'est ton problème. Tu es dépassé, tu es tout seul. Absolument pas. Nous sommes une communauté et le problème est commun. Le problème, il doit être mutualisé à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que l'un des principes fondamentaux de notre religion, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous n'aura véritablement une foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide. Je suis dépassé et c'est complètement normal dans une société où l'individualisme est exacerbé. Donc si tu es dépassé, sache que c'est normal. Tu n'es pas quelqu'un qui a raté, qui a échoué ou que tu es mauvais dans tes choix. Non, c'est complètement normal. Par contre, n'hésite pas à demander de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des imams, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des pères de famille, il y a des personnes riches qui peuvent t'aider pour pouvoir justement t'en sortir dans le problème que tu as. Ça, c'est une réalité. Mais malheureusement, encore une fois, ta question euh, trahit justement un problème sociétal flagrant au sein de la communauté musulmane, c'est que mon problème, ça doit être que le mien. Et c'est pour ça que nous voyons un taux de suicide, alors qu'on sait que le suicide est gravissime dans la religion islamique. Et j'ai vu, dernièrement, je reviens des Terres Saintes, ne t'inquiète pas maman, ne t'inquiète pas papa, si je me suis suicidé, c'est pas à cause de vous. Il avait 15 ans. Et on voit de plus en plus de jeunes enfants qui sont en train de se suicider. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est exactement ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est une société individualiste. Les parents ne sont plus là, la mère travaille, le papa travaille, les frères et sœurs, chacun va qu'à ses occupations, et il avait une sœur jumelle en plus. Les frères et sœurs travaillent et va qu'à ses occupations, et c'est le deuxième cas que je vois, hein. Il y a 3 ans également, c'était 2 frères jumeaux, et ils étaient tous assis dans le salon, et il est venu, il s'est jeté devant tout le monde du 3e étage, la tête la première. Subhanallah. Et encore une fois, c'était un frère jumeau. Donc on se dit, ouais, mais c'est des jumeaux, donc ils sont proches l'un de l'autre, etc. Mais il y en a un qui craque et l'autre qui craque pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes dans cette société individualiste. En réalité, ça ne marche pas. Le manque de virilité est dû également à celui-là, parce que cette virilité, un homme ne peut pas faire l'impossible. Et lorsque l'homme se sent démuni dans le fait de protéger sa famille et qu'il essaie de regarder à droite, à gauche, parce qu'on ne peut pas vivre tout seul. Nous ne sommes pas faits pour Et vivre qu'il tout ne seul. trouve pas Et qu'il la ne main trouve tendue qui va l'aider. exactement, ben, il se recroqueville sur lui-même et il va se dire, mais qui va m'aider? Et là, après, voilà, bah, il se retrouve castré, il se retrouve euh, proscrit sur lui-même, il se dit, mais comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir? Et il est là le gros problème. Donc en réalité, ce problème de manque de virilité est avant tout, et surtout, je pense, un problème sociétal où nous ne sommes plus dans une sorte de communauté qui va gérer les affaires individuelles et collectives des gens, mais nous sommes dans une société individualiste où chacun pour soi et Dieu pour tous. Merci Mehdi pour cette explication, ce décryptage et cette analyse sur la place de l'homme dans la société moderne et quelques conseils pour essayer justement de retrouver cette virilité spirituelle qui fait défaut et qui manque, hein, qui est ressentie comme un besoin, non seulement par les hommes mais par les femmes. Merci encore une fois à tous nos auditeurs pour leur fidélité, hein, et soutenez notre travail. Et encore une fois, si vous avez des remarques, des questions ou des observations à ajouter à cet entretien, le fil de commentaires est ouvert pour vous. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour un autre entretien sur Mizane TV. Merci à vous.